Aujourd'hui, c'est qui le GOAT du judo pour toi? Comment il s'appelle l'autre qui a fait des jeux là dernièrement à Paris 2024. Tu vois ou pas? Je vois. Ouais, c'est J'ai lui. plus son nom. Je crois que c'est lui. Salut Teddy, on a plein de questions à te poser. Des sérieuses et des beaucoup moins sérieuses. On y va? Moi, ça va super. Moi, ça ne peut qu'aller bien. Ma première question, c'est comment ça va? Après les Jeux Olympiques que j'ai vécus, franchement, je vis ma best life. On est dans quel état d'esprit quand on termine la compétition de sa vie, une compétition chez soi, qu'on a remportée? Il y a quoi derrière? Il y a de la joie pendant des semaines? Ou il y a des petits moments de moins bien, un peu de dépression? Ah non, moi j'ai pas eu ça. J'ai eu des moments de joie très intenses. J'ai eu beaucoup de fierté. J'ai encore beaucoup de fierté. Pendant un certain nombre de temps, je me voyais... j'étais tellement content que je regardais ma journée de compétition. J'ai échangé avec tout mon staff qui m'a emmené à cette victoire, qui a été autour de moi, où vraiment on sentait qu'on était fiers tous d'avoir réalisé cet exploit. Parce que, oui, c'est mes 5e jeux. Oui, j'ai eu pas mal de titres. Mais de vivre ça à la maison comme je l'ai vécu, je crois que il y en a peu qui ont pu vivre ça. Moi, j'ai été porteur de la flamme. J'ai gagné mon 3e titre olympique individuel. Et derrière, le lendemain, ça se joue sur moi, sur la finale, avec une ambiance encore plus que... en fait, que je l'avais jamais vécu dans n'importe quel événement. C'est vrai, l'ambiance, c'était comment pour toi? T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vécu ça. J'en ai fait, où il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais là, je m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait, pas même les étrangers. Les étrangers m'ont dit, et quand j'échange avec eux, peu importe le sport, ils me disent, on n'a jamais vu ça. Donc on a vraiment marqué les Jeux Olympiques en France. Et je pense que dans les esprits de chacun, ça va rester gravé. Vraiment. Tu parlais de ton staff, et c'est un mot qui revient beaucoup. T'as un staff. Il y a combien de personnes? Il y a qui dedans? T'es pas obligé de dire les noms, mais... Non, mais pas de souci. Si vous voulez que je donne les noms, je donne les noms. Non, mais il y a combien de personnes pour qu'on voit à peu près qui t'entoure? Mon staff, il y a à peu près 6 à 7 personnes, ouais. Mon staff sportif, c'est ça. Il va y avoir le préparateur physique, il va y avoir la psychologue, il va y avoir le spécialiste du judo, il va y avoir l'entraîneur de judo, il va y avoir le sparring partner, il va y avoir le kiné, l'ostéo, le chiropracteur, et bien sûr le médecin. Donc on a un petit peu plus que prévu. Tu sais où on est, dans Paris, ici? Dans le 10e. Tu sais qu'on n'est pas très loin du gymnase Simon Bolivar? Ah ouais? C'est là où t'as commencé tout, pour toi? Ouais, non, c'est pas là où j'ai commencé. J'ai commencé au Paris Saint-Germain. Et lorsque le Paris Saint-Germain s'est arrêté parce que il y avait certains champions de ce club qui arrêtaient, nous les pitchouns, on a suivi notre professeur. Et notre professeur, c'était le judo club Bolivar. Et donc j'ai continué là jusqu'à ce qu'ils me disent, voilà, je te confie à cette personne pour la suite. Je me souviens comme si c'était hier. Après, ça allait extrêmement vite. Pour moi, ça, c'était hier, mais en fin de compte, aujourd'hui, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 2 enfants. Il me reste 4 ans, quoi. Il te reste 4 ans? Ouais, je pense. Après, ça Donc, tu vas à LA? Yes, I think. Non, ça sera un objectif, parce que j'en ai encore sous le pied, je me sens bien physiquement, je me sens bien dans la tête, j'ai encore envie. Et puis, de vivre encore une dernière fois les Jeux... En fait, on n'est jamais rassasié des Jeux Olympiques. C'est tellement... En plus, on a vécu ce qu'on a vécu à Paris, on a envie de continuer. Qu'est-ce qui est le plus dur, la tête, j'imagine, plus que le physique? Ou peut-être que passer un certain âge, ça devient le physique? C'est les deux. C'est les deux. Il faut que la tête suive, il faut que le mental suive, il faut que le physique suive. C'est un tout, c'est un équilibre. Et c'est important d'avoir une hygiène de vie, du coup. Mais je crois qu'avant tout, c'est la tête. Si la tête suit, c'est une autoroute derrière. Le plaisir fait partie de la tête pour moi aussi. Tu prends toujours autant de plaisir, plus? Ah ouais, ça s'est vu sur les Jeux, j'ai pris énormément de plaisir. C'est ce qui je pense que ce qui a conduit à cette réussite. C'est ce qui m'a permis aussi de partir un petit peu partout dans le monde, chercher les meilleurs et arriver avec ce niveau aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu as un rituel avant un combat? Le rituel que je me suis toujours instauré, ça a toujours été la musique sur mes oreilles, être tranquille en salle d'échauffement avec des personnes que j'apprécie de mon staff, être vraiment en détente, parfois rediscuter et revoir la stratégie à mettre en place. Mais vraiment, voilà, quoi. Puis après, c'est l'expérience qui parle. Tout ce qu'on a préparé en amont. Il y a combien de personnes de ta team en salle d'échauffement avec toi? En salle d'échauffement, on n'est pas très loin. Il y aura le psychologue, il va y avoir le coach de judo, le spécialiste technique, le préparateur physique et le kiné. On est à 5, c'est un peu plus réduit. Et t'écoutes quoi? Tu mets quoi dans les oreilles? Alors moi, je suis éclectique, donc j'écoute vraiment de tout. C'est plus comment je vais être sur le moment et le son va venir tout seul. Ça peut être du classique, ça peut être du jazz, ça peut être du zouk, ça peut être du hip-hop, ça peut être du rap, Non.
Je suis vraiment... si j'aime un son, je le Shazam, quoi. Et tu te rappelles de ce que t'as écouté avant la finale contre Kim Il-jong? Cette journée, c'était quoi comme son? J'écoutais beaucoup de Drake. J'ai écouté un peu de musique. C'est quoi? C'est pas de la variété, c'est plus du hip-hop français, on va dire. Ouais. T'avais quel niveau de pression avant ces jeux? Est-ce que c'était la plus forte que t'aies jamais ressentie, ou justement t'avais le recul pour essayer de t'en détacher un peu? C'était quand même chez toi? J'ai connu des journées avec beaucoup plus de pression dans ma carrière. C'est vrai que j'en avais, mais je l'ai bien géré. Parce que je savais qu'il allait y avoir énormément de pression. Les Jeux à Paris, c'est pas les championnats du monde, c'est les Jeux. Donc du coup, j'avais travaillé en amont, même si, bon, on va pas se mentir, il y en avait. Et on parlait de ton staff, mais il y a aussi ta famille qui est souvent là aux compétitions. Qu'est-ce que ça représente pour toi surtout que maintenant, je pense que c'est différent avec les enfants. Qui sont là, qui te regardent, qu'est-ce que ça représente? On n'a pas envie de décevoir. Déjà, quand j'avais pas d'enfants, j'avais pas envie de décevoir, mais c'est vrai que lorsqu'on a cette casquette de père de famille, on a envie de réaliser de belles choses devant eux, on a envie de leur laisser un bel héritage, on a envie qu'ils soient fiers de nous. Donc du coup, quand j'aperçois mon fils ou ma fille qui me regarde avec des yeux pleins d'étoiles, on a envie qu'ils soient encore plus fiers et contents d'être venus, de voir leur papa essayer de réaliser de belles choses. C'est qui que tu regardes en premier dans le public quand tu te relèves, quand t'as gagné? Est-ce que tu te souviens? La vérité, c'est que en fait, tu regardes un peu partout. Tu vis le moment. Tu vois des gens que tu ne connais pas qui sont en train de prendre autant de plaisir que j'ai pris à gagner. Qui sont venus pour t'encourager, qui sont venus et qui t'ont donné l'énergie nécessaire pour aller chercher cette victoire. Donc tu exultes avec tout le monde, tu profites de cet instant. Ouais. Et après, toute la journée, j'essaie de toujours trouver où est ma famille. Hyper compliqué quand il y a du monde. Parce qu'à chaque fois, dans le regard de chacun, salut Teddy, en fait, je cherche la famille, quoi. Donc, ouais, c'est pas évident. Je me souviens sur le par équipe, c'est à la fin de la journée, quand on a gagné, que j'ai vu où ils étaient. Sinon, toute la journée, je cherchais, je ne les trouvais pas. Mais bon, ça m'a pas empêché de performer et d'être bon. Quand je sais qu'ils sont là et quand on échange par téléphone, ça va. Ils t'en reparlent ou pas, les petits? Oui. Mon fils, pendant ces Jeux Olympiques, lui, il a compris qu'est-ce que c'était réellement les Jeux Olympiques, même si c'était ses 3e à lui. Là, il a dit, ouais, les Jeux Olympiques, c'est le plus bel événement, en fait, papa. Hein, les Jeux Olympiques, c'est le numéro 1, hein. C'est pas une Coupe du Monde, hein, c'est mieux, hein. Et après, il voulait découvrir d'autres compétitions, donc je l'ai emmené à l'athlétisme, je l'ai emmené au basket, je l'ai emmené au volley. Non, on essaie de les intégrer le plus possible pour qu'ils comprennent. Parce que c'est une chance aussi de vivre les Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu te souviens ce à quoi tu penses quand tu montes sur le tatami pour la finale en individuel? Ah! La vérité, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis, mec, sois patient. Ok, c'est le champion du monde parce qu'il venait de gagner le titre de champion du monde 2 mois avant. Tu te dis, tu vas pas te laisser prendre ce titre que t'attends depuis tant d'années. Tu vas le dégommer, tu vas être intelligent, tu t'es entraîné tu as fait ce qu'il fallait, à toi de jouer. Et putain... Et ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait, donc entre le dire et le faire, c'est toujours très compliqué. Et moi, ça faisait longtemps que je courais après déjà ce 3e titre, parce qu'il est hyper symbolique pour moi. Grâce à ce 3e titre, je deviens le recordman de mon sport. J'ai été tout le temps en compétition avec un certain Japonais. Aujourd'hui, je suis devant lui, donc c'est une fierté. C'est une fierté de passer devant un Japonais qui a été pendant des années sur son trône et personne ne pouvait le déloger. Se dire que j'ai réussi à le faire, se dire que j'ai réussi à gagner avec la manière en finale, puisque souvent sur des finales olympiques ou mondiaux, c'est hyper compliqué de trouver la situation par ripon, parce que tout le monde bloque, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de tirer son épingle du jeu. Et là, j'ai réussi, donc pour moi, c'est une grande fierté. Ouais. J'ai découvert quelque chose de très étonnant en préparant cette interview, c'est que tu es suivi par une psychologue depuis que tu as 14 ans. Ouais. Déjà, ce qui est très rare dans le sport. Et tu es suivi toujours par la même? C'est toujours Myriam Salmi? Myriam Salmi. Est-ce que tu peux nous raconter ça, la prise en charge? Enfin, toi, t'as envie d'être pris en charge psychologiquement, c'est très fort? Ouais, c'est très fort. Et puis surtout, si je peux me permettre, en fait, quand j'arrive à 14 ans à l'INSEP, moi, je suis le plus jeune. Sur le tapis, c'est des mecs qui ont 18 ans, minimum. Et derrière, après, ça va jusqu'à 35, 37, voire plus. 14 ans, je dois apprendre à discuter comme eux, je dois apprendre à me comporter comme eux. Je dois rattraper les wagons. Donc pas évident. Donc du coup, je rencontre Myriam Salmi, ça match. Elle m'apprend à grandir avec, elle m'apprend à me sentir bien dans mes baskets, à
accepter que on va me solliciter de plus en plus et que on voit en moi un potentiel. Donc du coup, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour gérer tout ça et surtout quand je suis en compétition parce qu'en fait je suis très vite surclassé. Comment je gère la pression. Donc du coup, je mets pas mal de choses, on met pas mal de choses en place et on arrive à gérer cette pression jusqu'à maintenant. Ouais. C'est assez fou parce que elle sait comment te parler avant chaque compétition. Tu veux qu'elle soit là à chaque fois ? Depuis 2012, elle a toujours été là aux Jeux Olympiques. Alors que souvent c'était incompris la psychologie. Aujourd'hui, j'adore voir certaines personnes en parler puisque ça se démocratise. Mais le mot psy, je le répète souvent, il fait très peur en France. Parce qu'en fait, on l'associe à problème, on l'associe à psychiatrie, on l'associe à démence, à maladie. Sauf que la psychologie, c'est autre chose. Je dis souvent, si vous n'aimez pas trop le mot psychologie, remplacez-le par thérapeute, voilà. Ça aide. Et c'est pas que le côté sportif, parce que je bosse énormément de casquettes. Bien se sentir et grandir et travailler et toujours essayer de s'améliorer, c'est important. Tu fais quoi quand tu t'entraînes pas ? Qu'est-ce que je fais quand je m'entraîne pas ? Je m'occupe de mes enfants, j'essaie de prendre du temps pour moi, j'essaie d'être un bon compagnon de vie avec ma compagne, j'essaie de voir la famille, je suis comme tout le monde en fin de compte, j'essaie de kiffer la vie. Il y a une rumeur qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, et on parlait du Japon, c'est que le Japon a construit des écoles pour battre Teddy Riner. Tu confirmes ? Ouais, bien sûr. Après, je sais pas, vous êtes l'inventeur, un pays où le sport a été inventé, et vous avez un espèce d'énergumène qui arrive et qui prend tous les titres et qui devient recordman de ce sport. Qu'est-ce que vous ferez ? Je me mettrai les bouchées doubles pour reprendre mon dû. Et je peux le comprendre. Je me souviens, il y avait même une équipe nationale en Hollande, un adversaire, lui, il demandait à ses adversaires de mettre un masque avec ma tête. Donc il y a toutes les supercheries pour se préparer, pour essayer de trouver la solution. Après, moi, si on me pose la question comment on explique, je sais pas. Peut-être parce que je suis tout le temps en train de me remettre en question, peut-être parce que j'essaie de toujours trouver ce qui fera la différence pour les prochaines compétitions. Peut-être parce que j'ai un mental qui fait que, peut-être parce que j'oublie rien et que j'essaye de bosser vraiment tous les aspects qu'on peut avoir besoin en compétition. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Il y a un sport que tu aimerais faire à haut niveau ou que tu pourrais faire à haut niveau ? C'est pas la même question. Ouais. Non, j'aurais voulu... si j'avais pas choisi le judo, j'aurais fait basket, foot ou tennis, ouais. J'ai essayé la Formule 1, tout ce qui était pilotage, mais en fait, mon corps ne pouvait pas. Ouais. T'as essayé de rentrer dans une Formule 1 ? C'est mort. C'est impossible. Même une voiture de rallye, j'ai essayé, je pouvais pas rentrer. Il faut retirer le siège. Donc à partir de là, quand il n'y a pas de sécurité, bye bye. Ils peuvent t'en faire une sur mesure. On va leur dire. Les moyens, toujours les moyens. Aujourd'hui, c'est qui le GOAT du judo, pour toi ? Comment il s'appelle J'ai plus son nom, là. L'autre qui a fait des jeux, là, dernièrement, à Paris 2024. Tu vois ou pas ? Je vois. Ouais, c'est lui. Je crois que c'est lui. Maintenant, tu peux le dire. Qui c'est que t'as payé pour que ça tombe sur toi au tirage au sort à la fin par équipe ? Mais c'est dingue le nombre de personnes que j'ai croisées après ces Jeux Olympiques qui me demandaient « Ouais, non, mais c'est truqué, hein. Vous avez refusé. » Non, c'est... je crois que quand c'est écrit, c'est écrit. Quand je disais tout à l'heure, sur ces Jeux Olympiques, je crois que c'est moi qui ai été le plus chanceux. Voilà, ça en fait partie. Et je me suis longtemps demandé comment c'est possible. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé mes parents, j'ai essayé de comprendre. Et quand c'est ton jour, c'est ton jour. Ou on va dire ta semaine. Ouais, c'était ma semaine. T'as revu le moment où vous êtes tous de dos et qu'il y a le tirage derrière ? J'ai vu sur Twitter, les gens disaient c'est un moment de cinéma, limite le... Bien sûr, mais j'ai vu certaines... Parce que quand on est dans le truc, nous, on voit pas forcément. Et j'ai vu surtout une image, les caméramans sont forts, où on me voit regarder le japonais, je le fixe parce que vraiment, il faut rentrer dans le combat avant de rentrer. Et il me regarde, mais il tient pas le regard, et il fait ça. Et là, je dis, c'est bon. Dans ma tête, je me dis, bon, on va lui en remettre, on va y aller. Et ouais, non, c'était magique. C'est des moments... Il n'y a pas d'adjectif. Franchement, moi, j'arrive pas à trouver l'adjectif pour ce que j'ai vécu moi, mais ce que tout le monde a pu vivre pendant ces Jeux Olympiques, c'était dingue. Ouais.
Qu'est-ce que disent les autres quand ça tombe sur toi? Allez, on compte sur toi. Vas-y, fais-nous rêver. Et puis là, c'est vraiment le rôle de grand frère. Parce que je suis plus âgé que tous. Et dans cette équipe, il y en a qui ont perdu. Ouais. Il y en a qui ont pas eu l'or. Clarisse, tu le fais aussi pour les autres. Je le fais pour eux. Qu'on reparte tous avec le sourire. Qu'on reparte avec cette même joie que moi j'ai pu ressentir. Parce que pour le judo, c'était moi le seul à ramener l'or en individuel. Donc là, c'est tous ensemble. Cette famille. Tu vois, à ce moment-là, tu te dis 98, ce qu'ils ont vécu, on a pu le vivre. Tu vois, ça a été, c'est des trucs comme ça, tu te dis, ah ouais, bon, l'émotion. Et ça commence tôt la compétition parce que justement, Chérine, elle nous a vlogué toutes ces journées-là. Et je crois que quand vous rentrez dans la salle d'échauffement dès le matin, il y a les Japonais qui ont pris beaucoup de place dans la salle d'échauffement. Énormément de place, pratiquement toute la moitié du tapis. Et du coup, ça vous vénère. Et là, vous rentrez limite dans la compétition et vous faites du bruit après pour les réveiller. Vous êtes rentré à la compétition. On prend l'espace. Il faut occuper l'espace. Ce qu'on avait fait à Tokyo. À Tokyo, on avait carrément mis une enceinte et mis la musique à fond. Et ça les avait décontenancés. Et là, on a pris de l'espace aussi, on a fait de la place, on a mis de la musique, on faisait pas attention, on faisait même des danses, pour leur montrer qu'on est très, très, très décontracté et on sait où on va aller. Bon, ça a pas bien commencé, hein, mais la finalité, c'est ce qu'on retiendra. Et c'est vrai que eux s'étaient préparés pendant 4 ans pour essayer de nous battre, hein. Mais je crois qu'on est bon chez nous aussi. C'est quoi ton meilleur souvenir, tout JO confondu? C'est trop dur. Quand je vois les photos, quand on est porte-drapeau, pas porte-drapeau, quand on est en train d'allumer ce vasque avec Marie-Jo, elles sont juste oufissimes, elles sont belles. Quand je vois, je revois ma vidéo en train de gagner mon 3e titre olympique. Quand je vois cette roulette, le regard, ou le moment où je bats le japonais, et je regarde là-bas et je vois que toute la fédération, tout le monde descendu est en train de sauter et de crier et kiffer. C'est des moments dans ma tête, c'est gravé. Quand je vois mon portrait sur l'Arc de Triomphe, quand on me remet la médaille de commandeur, c'est des choses qui, pour moi comme pour ma famille, vont rester gravées. La dernière fois que j'avais vu un portrait, c'était Zidane, en 98. Et le dernier sur l'Arc de Triomphe, c'est moi. Fierté aussi, de voir la Tour Eiffel avec les anneaux olympiques, de voir des larmes dans les yeux des gens, des remerciements, voir ce que les gens ont vécu. C'était ouf, ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu allumes la vasque avec Marie-Jo? Déjà, comment tu l'as appris? Le matin, Tony Estanguet m'appelle pour me dire, voilà, ça va être toi. Donc moi, au téléphone, je fais genre et tout, ouais, ok, super, je suis content. Moi, en vrai, j'ai envie de sauter, j'ai envie de tout casser autour de moi tellement je suis comme un gamin. Parce que moi, je suis issu du monde olympique. Mais je me souviens, je pense que tout le monde voit sur chaque Jeux olympiques l'allumage de la vasque. Mohamed Ali, 007 avec la reine Elisabeth en 2012, en Australie, Cathy Freeman. Oh, c'est des moments uniques, c'est des moments stratosphériques pour nous de voir et de vivre ça. Des frissons, une fierté, un bonheur, une immense joie. Vous deviez vous soutenir l'un et l'autre de pas pleurer. On se serrait la main. On se serrait la main, on se disait, en plus on parlait, ça se voyait pas. Hein. Oh, tu te rends compte? Ouais, non, c'était dingue. Non, c'était dingue. Vous en avez parlé après avec Marie-Jo? On en parle toujours. C'était un pur kiff, ouais. Je pense que c'est l'image qui a mis les gens dans les jeux, tu vois, où les gens sont... Ça lance, le lancement, ouais. Est-ce que t'as des regrets en compétition? Regrets, même si, non. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai réussi à faire, je peux pas avoir de regrets. Qui aurait dit que moi, parfois, je fais un bilan, je me dis, mais moi? Hein? À ce niveau? Non, je peux pas avoir de regrets. Voilà, c'est de la fierté, c'est un bonheur. Un bonheur parce que je sais à quel point ça a été dur. Et d'avoir réussi à le faire à la maison, je crois que c'était écrit. Je me suis posé la question, pourquoi ça l'a pas fait à Tokyo, au pays du Japon? Aujourd'hui, j'ai ma réponse. C'était pas le moment? C'était pas le moment, et c'était écrit là, comme ça. Tu penses que ça dure combien de temps, un combat entre toi et mon fils de 5 ans qui est ceinture blanche liseré jaune, mais qui est gaucher? Et t'aimes pas les gauchers? Je pense 10 secondes. C'est déjà beaucoup. Parce que je pense qu'au moment où il va poser les mains, il va me fracasser. Contre qui tu t'entraînes? T'as un sparring partner, mais est-ce que tu tournes aussi quand tu fais des stages, etc.? Ouais. Il y en a tellement. Par exemple, quand je vais au Kazakhstan ou en Mongolie, c'est à peu près 20 à 30 lourds en face de moi. Donc du coup, je tourne et je vais chercher les meilleurs. Donc il y en a toujours, et c'est ça qui a fait
que j'ai progressé vachement vite. C'est que peu importe où j'ai été dans les différents pays, il y avait de l'opposition en face. Ça a permis de progresser, ouais. Est-ce qu'il y a une victoire à toi dont on te parle peu, mais dont tu es super fier, une victoire sous-cotée? Non, parce que même si on l'a sous-coté, moi je sais ce que j'ai fait et je suis fier de moi. Est-ce que tu trouves que la France est un pays de sport? La France, elle n'est pas forcément un pays de sport, mais je crois que tout ce qu'on fait maintenant et ce que les Jeux Olympiques ont procuré comme plaisir aux gens, on va le devenir de plus en plus. On va servir de ces Jeux Olympiques comme d'un héritage, mais aussi d'un socle pour se dire, voilà, on a été capable de faire ça, mais on peut encore faire plus. C'est pas que le haut niveau, le sport, c'est vraiment vivre au sport quotidiennement. Parfois, je vois certains pays comme le Brésil, les gens vivent sport. Matin, midi, soir, ils sortent du boulot, c'est le sport. Dès qu'ils ont un petit peu de temps, c'est le sport. Tu sors à 3 heures du matin sur Copacabana, tu vois des gens faire leur sport. Donc tu te dis, un jour on le sera. Et c'est pas forcément une question de finance, c'est une question de se dire, voilà, le sport, c'est la santé. C'est vrai qu'il y avait des remarques qui revenaient beaucoup sur les réseaux sociaux cet été, parce que c'est vrai que nous, dans les sports moins connus, bon, le judo, ça reste connu, mais il y a des gamins qui n'ont jamais essayé du judo et qui seraient hyper forts au judo, donc en termes de repères de talent, repérage de talent, ça se trouve, on passe à côté de pépites, en vrai. Parce que, contrairement au système universitaire américain, où il y a beaucoup de... Aux États-Unis, comme au Japon, dès que tu termines l'école, t'es au sport. T'as choisi un sport, t'es obligé de choisir un sport, et on va le devenir. Donc après, c'est bien sûr aux instances politiques de faire en sorte qu'il y ait plus de sport à l'école. Désolé, j'entends vachement ta barbe quand tu la touches. Ouais. Et ça t'emmerde? Je rigole. Tu veux que j'arrête là-dessus? J'arrête, ok, excuse-moi, c'est un tic. Tu écoutes encore les critiques? Non. Non, quand j'écoute les critiques, c'est que la famille ou quelqu'un me l'envoie. Et donc du coup, je suis obligé de me plonger dedans et dire, bon alors, peut-être qu'ils ont dit ça par rapport à ça, machin. Mais en fait, ça m'atteint pas. Et puis, t'as des critiques qui font avancer aussi, hein. Mais d'une manière générale, je me lis pas, moi. Je me regarde pas. Est-ce que tu apprends encore des choses? Il y a pas d'âge pour apprendre. J'apprends tous les jours. Parfois, c'est des nouveaux mots. Parfois, c'est en culture générale. Parfois, c'est même au judo, des choses. Il y a pas d'âge vraiment. Et puis moi, je suis assez ouvert pour progresser dans ma propre vie, ouais. À leur prime, est-ce qu'il y a à son prime, est-ce qu'il y a un judoka que tu aimerais affronter? Typiquement David Douillet, ou un judoka qui est retraité ou qui est plus là? Bah moi, ceux qui me faisaient rêver, je les ai affrontés. Donc j'ai eu cette chance, tu vois. Il y a eu au judo un immense champion qui s'appelait Kosei Inoue. Et on s'est rencontrés 2 fois. La première fois où je fais champion du monde, donc du coup je te laisse deviner. Voilà. Et une autre fois au tournoi de Paris. Pour tout judoka, Kosei Inoue, c'est une espèce de légende magnifique, il faisait super bien judo, et moi j'ai eu la chance de le prendre en compétition. Donc c'était extraordinaire de pouvoir croiser le fer avec lui. T'aimerais faire quoi dans 10 ans? J'aurai 45 ans. 45. 45 ans, ma fille. T'aimerais entraîner? T'aimerais être toujours dans le judo? 16 ans, lui, il aura 20 ans. Non, je pense que je serai posé. Vraiment posé. J'aurai du temps à consacrer à mes enfants. Accompagner mon fils si on arrive à l'emmener au basket comme il veut y aller. Et puis ma fille, collée à son papou, quoi. Et si jamais il y a un troisième, il y a un troisième. Ou un quatrième, je ne sais pas, on verra. Mais c'est surtout, je pense, se poser, profiter un petit peu de tout ça, puisque j'ai quand même une vie à 300 à l'heure, et à un moment, on a envie de se poser et de prendre le temps de kiffer, avoir vraiment du temps pour soi. Ils ont essayé le judo, les enfants? Ouais. Ils ont essayé, ils ont adoré, et je suis bien content qu'aujourd'hui, ils ne fassent plus de judo. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on leur mette une quelconque pression, le fils d'eux ou la fille d'eux. Ouais. Je vois typiquement Saito, fils d'un grand champion, mais la pression qu'il a, le gamin, il a 22 ans. Non, je veux pas ça pour mes enfants. Tu les coachais? C'était difficile d'être sur le côté du tatami? Non, même pas. J'allais très peu à leur entraînement et je regardais de temps en temps. Non. Est-ce que les médailles collectives ont une autre saveur que les individuelles? On va dire que individuel, c'est ton travail personnel. Collectif, c'est grâce aux copains, c'est une aventure humaine où on se bat pour les autres. Mais au final, elles ont autant leur place dans le palmarès. Parce qu'on dit que c'est 3+2, donc je suis quintuple champion olympique. Mais c'est vrai que c'est des émotions particulières, ouais. C'est champagne, quoi. Pow.
Est-ce que tu as un dojo qui a préféré ou qui a une saveur un peu particulière pour toi? Je vais te dire le dojo des Jeux Olympiques de Paris 2024 au pied de la Tour Eiffel. Bien que c'était pas un dojo, mais bon, voilà. À l'occasion, c'en était un. Après, mon dojo où je me sens le mieux, je crois que c'est les dojos japonais. J'aime bien m'entraîner là-bas. J'adore m'entraîner au Japon. Ils ont une particularité ou? Ça s'entraîne, il y a du bois. Chacun est différent, mais ceux que j'ai l'habitude de voir, il y a quelque chose. Il y a une âme. Tu laves souvent ton kimono? Moi? Non, ça fait des années. Non, non, je veux pas dire. Non. Et je crois que je l'ai jamais lavé. C'est vrai? Avant ça, c'était ma maman. Après, c'était ma compagne. Je ne sais même pas si je. Ouais, non, je n'aurais. Non. Tu saurais pas le j'y programme touche pas. qu'il faut mettre? Ouais. Pour pas l'abîmer. Tu sors un manga qui retrace ta vie. Un manga sort qui retrace ta vie de quand tu avais 14 ans, quand tu arrives très jeune à l'INSEP. Comment ça s'est construit ce manga? Comment ça s'est construit? En fait, l'idée, elle était... avant ça, j'ai fait de la BD. Oui. Je me suis éclaté. Ouais. Et là, j'ai décidé de faire le manga parce qu'en fait, mon fils est vachement manga. Moi, je suis vachement manga aussi. Okay. J'ai été marqué vachement par cet univers japonais, moi. Par mon sport, mais par vraiment les dessins animés, les mangas que j'ai pu connaître, les cartes, tout ça, quoi. Et lorsque j'ai décidé de raconter cette histoire, ma version manga, j'ai pris énormément de plaisir parce qu'en fait, j'ai un gamin de 10 ans qui, lui, dévore les BD et les mangas. Donc, du coup, à chaque fois, on se dit, ouais, on va mettre comme si, à chaque fois, je dis, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Donc, en plus, ça me fait, moi, avoir une aventure avec mon gamin et se dire, voilà, on a fait quelque chose ensemble et on a pris plaisir à raconter mon histoire à travers ce manga. Donc, il va y avoir un tome 1, un tome 2, un tome 3 et les retours, ils sont top. Donc, je suis content. Il l'a lu, lui, du coup, j'imagine? Il l'a lu avant tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais au Teddy de 14 ans, du coup, qui arrive à l'INSEP? J'ai même pas envie d'interférer. Je lui dirais, fais ce que t'as à faire, prends du plaisir comme tu l'as toujours fait. Et je crois que c'est ça qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui. Ce plaisir, cette envie d'être curieux, de progresser, de grandir, de kiffer la vie, sans se prendre la tête. Il y a eu un jour où tu t'es levé où t'avais pas envie? Ça arrive, comme tout le monde. Mais ça dure 5 minutes. Parce qu'en fait, je suis... Dans ma tête, je me suis toujours dit, si tu vas pas à l'entraînement, tu vas régresser. Donc, tout de suite, même si j'étais fatigué, je traîne la patte, je prends une douche chaude, je suis réveillé, on y va. Le moment ou le jour où je n'ai pas été, où je suis resté, c'est pas encore arrivé. Donc, tant qu'il y a ça, tout va. Le jour où le corps ne veut plus, la tête ne veut plus, alors on fermera le bouquin. Et on tournera une page et on ira connaître autre chose. On te revoit quand même à Los Angeles alors? LA, on dit pas le LA. On te revoit à 2028, maybe, I hope. On te le souhaite. C'est gentil. Merci. Merci.